Je vais vous amener voyager. On va quitter Bamako et je vous amène à Dissan, dans la région de Bougouni, à 125 km de Bamako. Dans ce village se trouve une mare sacrée dans laquelle se trouve une colonie de 4 caïmans et les populations de divers horizons viennent effectuer des sacrifices et formuler des vœux. A-t-il quitté Bamako avec ses belles filles qui le composent par Goumet? Chagrin d'amour, je veux dire. On le saura tout de suite à cette soirée de 31 décembre. On ne se cache rien. Il sera là avec nous. Il s'agit bien de notre jeune reporter, Tiena Tangara, qui va nous dire, après le visionnage de ce reportage, marche sacrée des Dissan, lieu mystique de prière et de recueillement suivant. À 127 km de Bamako, sur la route de Bougouni, déviation vers l'est pour le village de Dissan. La mare sacrée de la localité se situe à près d'1 kilomètre du village. Environ une centaine de caïmans s'y trouveraient. Ils sont inoffensifs d'après les villageois. Monsieur Sangaré, dépositaire de la mare sacrée, descend dans l'eau pour le prouver. En dehors de son caractère naturel et paisible, ce site est un lieu sacré. Lors des moments de difficulté ou de défis, les habitants du village viennent se recueillir auprès des caïmans sacrés et formuler des vœux en vue de leur exaucement. Kana shia alamsa soguma ko imbe son ni yoro ka janite yansoro dongole be na kanashi meni be na kokon son don tene alamsa. Des personnes vivant dans d'autres localités peuvent venir s'y recueillir à condition de respecter les interdits autour de la mare. Après avoir formulé ces vœux, on tient la promesse d'un sacrifice au cas où la prière sera exaucée. Angwa kon tana numu yeli fenfi fembli fendege anga kotana yo wi ni ko nemu korobo ni nana yi mako nyini ko nfe mako mana foroko ale mako manya awe misi flafa ko indala ya o so la mako nyini fe ibana la yuru mtani mako nyana ni masiri ibe seginde ni masiri reba fote ko ajate. Concernant les hommes de caste, forgerons et griots auxquels la mare sacrée est interdite, ils peuvent émettre leurs vœux par l'intermédiaire d'une personne autorisée à se présenter devant la mare. De plus, lors de la pêche collective, chaque pêcheur a le devoir de partager une partie de sa pêche avec eux. Selon les habitants, la mare a permis de délivrer de nombreuses personnes en cas de difficultés d'enfantement, maladie ou autres problèmes. Cependant, le site est confronté à un manque d'entretien et parfois à la sécheresse qui provoque son assèchement. Merci, applaudissez pour ce reportage, s'il vous plaît. Merci Tiena Tangara, je sais que c'est un gentleman, il n'a pas de problème à ce niveau. Tiena, la question c'est juste comment est-ce que tu as su qu'une place comme telle existait au Mali jusqu'à Bougouni? D'accord, merci beaucoup et bonsoir cher public. Et d'abord, j'ai réalisé ce reportage dans le cadre d'un festival. Nous étions en partance pour ce festival. On nous a dit qu'on va visiter des sites touristiques. Et quand on m'a parlé des Dissan, j'étais surpris parce que quand on parle de sites touristiques au Mali, on pense directement aux falaises de Badiangara, à la ville de Tombouctou. Mais ce jour-là, on m'a parlé des Dissan. Je me suis dit, tiens, donc il y a des sites touristiques dans la région de Bougouni. Donc c'est après cela, en voyageant, on s'est arrêté à plus de 100 km de Bamako, comme je l'ai dit dans les reportages, et on est parti dans le village. Et quand on est arrivé là-bas, on nous a dit que c'est une marche sacrée. Pour moi, c'était déjà une découverte. Et le rôle du journaliste, c'est de faire découvrir des choses au public. Comme on a si bien dit, les former, les éduquer. Donc ça fait partie de ce rôle du journaliste. Guindo, nous allons continuer à voyager
D'accord. Après cette mare sacrée de 10 ans, nous allons vous amener à Djidjan, c'est à Kenyeba, et nous allons parler d'orpaillage. Et c'est un travail effectué par des femmes. Et ce voyage, nous avons encore comme capitaine Tchenan Tangara. Il s'agit d'un reportage de Tchenan Tangara que nous vous invitons à suivre. Situé au nord-ouest du cercle de Kenyeba, à la frontière entre le Mali et le Sénégal, Djidjan-Kenyeba est une commune du Mali riche en or. Dans la zone, les entreprises minières et orpailleurs traditionnels se partagent le territoire. Dans cette mine traditionnelle se trouvant en pleine ville, le bruit des engins de concassage est assourdissant, mais les travailleurs y sont habitués. Comme la plupart des filles sur les lieux, Aminata Doumbia est ce qu'on appelle une laveuse d'or. Âgée d'une vingtaine d'années, Aminata Doumbia a parcouru plus de 600 km à partir de Séléngué, son village natal, pour arriver sur ce site. Elle travaille de 8h à 10h par jour dans cet environnement triplement pollué où la qualité de l'air, du son et de l'eau sont toxiques. Mais avec le gain qu'elle fait au quotidien, la jeune dame ne se plaint pas du tout. En effet, lors des jours de chance, les laveuses d'or peuvent gagner 5 000 à 10 000 francs CFA. Ça leur arrive souvent de rentrer bredouille quand la chance ne leur sourit pas. Dans ce dernier cas, il faut une confiance mutuelle entre les propriétaires de sable et les laveuses pour la continuité de la collaboration. Mamadou Konaté est un collaborateur de Aminata Doumbia et Mariam Mariko. Chaque jour, il est témoin de l'exploit de ses collègues dans cette tâche que les hommes se refusent de pratiquer. « 500 000 personnes, dont près de 40 000 mineurs, travaillent dans ce secteur, selon les estimations de l'ONG internationale Human Rights Watch. La production artisanale d'or du Mali est annuellement estimée à 6 tonnes environ. Même si ces femmes à la finition de cette production méritent des félicitations, il faut reconnaître que leur présence sur ces sites dangereux pour la santé n'est qu'une conséquence de la pauvreté et le faible taux d'alphabétisation dans le pays. Aminata Doumbia et Mariam Mariko font partie de celles qui ont choisi de ne pas rester les bras croisés face à leur sort. Et c'est toute la philosophie de cette jeune fille qui mène un réel combat pour son émancipation. Reportage signé Tchenan Tangara, orpaillage traditionnel à Djidjan, Kenyeba, les femmes à la finition. Tchenan, le travail du journaliste, tu en parlais tout à l'heure, c'est éduquer, informer, c'est poser un impact dans la société à travers ses œuvres. Quel impact tu veux faire passer, quel impact tu veux poser à travers un tel reportage, l'orpaillage traditionnel et en plus avec des femmes? D'accord. Et pour en venir, je vais d'abord expliquer le contexte parce que quand je suis arrivé là-bas, ma motivation, ce n'était pas d'abord de rencontrer Aminata Doumbia et Mariam Mariko parce que j'étais parti pour ma grande enquête de fin de cycle à l'école de journalisme et c'est là-bas, je n'avais pas assez de temps. Je me suis dit, il faut que j'aille sur le site d'orpaillage et je suis allé là-bas et j'ai vu 2 braves dames en train de travailler. J'étais vraiment stupéfait à les voir dans tous ces bruits, dans cet environnement toxique. Le bruit est assourdissant, l'air est irrespirable et l'eau, on n'en parle pas. Donc vraiment j'ai été surpris en les voyant comme cela et puis j'ai voulu montrer que
franchement, il y a des femmes au Mali ici qui se battent pour survivre, qui n'attendent pas seulement que les autres leur donnent de l'argent. Vraiment, elles sont des battantes. C'est ça que j'ai voulu faire passer et comme message afin de sensibiliser les autres. Et peu importe, comme elle a si bien dit, peu importe le travail que vous voulez faire, et faites-le, et c'est cela la vie. Quelque part aussi, signaler l'aspect danger de ce travail, parce qu'elle l'a signalé aussi dans le reportage, elles sont exposées à des produits chimiques, mais malgré tout ça, bon, c'est leur façon de gagner leur vie. Et nous rappelons à nos invités qu'ils peuvent vous poser des questions ou apporter des contributions. N'hésitez pas, si vous avez, après les reportages, si vous voulez vous adresser au journaliste pour lui poser une question, pour mieux comprendre sa motivation ou pour faire une contribution, vous êtes les bienvenus. Donc, ne vous gênez pas. Et cette fois-ci, on va demander à Tchenan de rester avec nous parce que nous allons, après Djidian, nous allons poursuivre notre voyage. Nous allons continuer à voyager avec Tchenan. Il nous a amené, Guindo, il nous a amené à Dissan. Ensuite, il nous a amené à Djidian Kenyeba. Et maintenant, il va nous amener à Ntentou. Ntentou, c'est un village. Et la spécificité de ce village, il paraît que ses habitants sont d'origine yéménite. Ça, je ne sais pas si parmi vous, quelqu'un en avait entendu parler, mais moi, je n'en avais jamais entendu parler avant ce travail de Tchenan. Et nous vous proposons tout de suite le reportage. Ensuite, on se retrouve. À 189 km au sud de Bamako, le village de Tenentou se situe dans la région de Bougouni, à l'ouest de la capitale régionale. C'est un village fondé par des étrangers venus de Yémen il y a plus d'un siècle. Population au tempérament guerrier et belliqueux, ils ont été chassés de Tombouctou. Ensuite, ils se sont exilés à Gonkoro dans la région de Sikasso, où ils furent de nouveau chassés, encore une fois pour leur comportement belliqueux. Les fondateurs de Ntentou, communément appelés Tenentou, viendront ensuite s'installer à l'emplacement actuel du village. Un emplacement qui leur aurait été expliqué par des proches de la famille. Actuellement, ce puits demeure un lieu sacré pour les habitants. À défaut de servir de point d'eau, ce lieu est devenu un lieu de prière. Autre vestige du temps précolonial du village, c'est ce tata en ruine, vieux de plus d'un siècle. Il renvoie à l'histoire de Samori Touré à la fin du 19e siècle. En 1893, le village est assiégé par les Sofas de Samori. Les habitants sont retranchés entre les murs du fort.
Début décembre, le village tombe sous les mains des Sofa avant d'être libéré par les troupes coloniales françaises qui tuent 200 hommes de Samori. Mais le village perd quant à lui 300 personnes et son tata est saccagé selon l'historique du 10e régiment des tirailleurs sénégalais. Malgré ces souvenirs douloureux, le village devenu aujourd'hui un lieu touristique survit toujours à sa blessure. Voilà, merci à Tianan pour cet autre voyage. Tianan, tout à l'heure, tu nous disais que tu avais découvert 10 ans à travers un festival. Et Djidjan Kenyeba, c'était pour ta grande enquête de fin d'études. Et maintenant, dis-nous, Tentou, comment est-ce que tu l'as découvert? Tentou, c'était dans le même cadre avec 10 ans. Et parce que l'activité, c'était le festival d'Idadi qui était accompagné par Mali Tourisme. Donc, que je remercie beaucoup parce que grâce à eux, beaucoup de gens sont en train de découvrir le pays. Ils organisent des voyages dans diverses contrées. Donc, ça permet aux gens de connaître leur pays. Parce qu'on ne peut pas aimer un pays qu'on n'aime pas. Donc, quand on est allé là-bas, on a visité le site, je me dis là-bas aussi, c'est vraiment intéressant. Dès qu'on m'a parlé de Maliens d'origine yéménite, je me suis dit, mais comment est-ce que ça peut arriver? Et voilà, et le vieux, il nous a bien expliqué. C'était difficile de le comprendre. Mais quand on l'écoute bien, on parvient à décrypter un peu ce qu'il dit. Il a expliqué l'historique et j'ai trouvé intéressant. Pourquoi pas le raconter à notre charmant public de Djoliba TV News. Le partager avec les autres. Très belle initiative. Est-ce que quelqu'un veut poser une question à Tianan? Un village malien avec des habitants d'origine yéménite. Oui, une contribution. Allez-y. Ou une question. Elle nous rejoint ou Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Je m'appelle Kadiatou Mariko. Alors, ma question est la suivante. Concernant le 3e reportage et le 1er reportage, on a parlé des gens qui viennent, comme on le dit en Bambarakou, d'Afalé. Ils font des demandes, en échange, ils apportent des sacrifices. Dans le reportage, on a parlé des gens qui ont tenu parole. Mais qu'est-ce qui arrive à ceux qui n'ont pas tenu parole? Est-ce que vous avez eu à faire un interview sur une personne qui n'a pas tenu parole pour savoir ce qui lui est arrivé réellement, ou si les anciens vous ont parlé de ce cas-là? Merci. D'accord, merci. C'est une question très très pertinente parce que s'il y a une obligation, quand on la viole, il faut vraiment une sanction. Et ça m'a été expliqué par les dépositaires. Ils nous ont dit que quand on tient une promesse, dire par exemple, je vais sacrifier un bœuf ou une vache, si mes vœux sont réalisés, quand on fait la promesse et qu'après on ne l'accomplit pas, les dépositaires de la marque ne vont rien vous faire. En fait, c'est vous-même qui allez sentir dans votre vie ce qui va être chamboulé après votre manque de respect de votre engagement. Et ils ont donné des exemples, je n'ai pas pu revenir là-dessus, mais c'est une vérité. Quand on fait une promesse, il faut toujours tenir cette promesse. Voilà, merci à mademoiselle Mariko pour sa question et merci à Tianan pour ses éclaircissements. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Et nous poursuivons le programme juste avant de...